Bonjour tout le monde, de retour cette semaine à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitras-Raymond, je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, comme à chaque semaine, on a 3 belles chroniques à vous présenter. Je suis accompagnée à la régie aujourd'hui d'Eliott Boulotte. Allô Eliott. Bonjour. Pour la première chronique, on a Alexandre Blier qui nous parle de damnation mémorielle, phénomène présent dans la Rome antique. Allô Alexandre. Salut Chloé. Et ils sont présentement à l'extérieur du studio et nous rejoindront plus tard dans l'émission. Julien Lehoux va nous parler après la pause de l'Armée rouge unifiée et du siège du chalet d'Assama. Et enfin, Tom Aven va clore l'émission avec une chronique sur le discours de Dakar. Mais sans plus tarder, on va commencer avec notre première chronique d'Alexandre Blier. Tu nous parles aujourd'hui là, de destruction de statues à l'époque antique, sujet qui est en fait très proche de l'actualité, là, surtout de cet été. Malgré le passage du temps, là, on en avait encore des destructions de statues. Ben oui, c'est ça, cet été, il y a été beaucoup question des destructions de statues, notamment là, avec, on pense à la statue de Johnny McDonald. Oui. Puis c'est ça, ce phénomène-là, il est pas nouveau dans l'histoire. Déjà, dans l'Antiquité, à la destruction ou la dégradation des statues représentant des personnages politiques majeurs était pratiquée. La destruction rituelle d'images, d'inscriptions, de pièces de monnaie, c'était des éléments récurrents tout au long de l'histoire de la Rome antique. Donc on n'est pas si révolutionnaire là, cet été. Là, non, c'est ça. Là, l'homme est resté pareil. Mais on dit damnation mémorielle, mais les modernes, c'est les modernes qui ont donné ce nom-là à la pratique des Romains. Okay, c'est, en français, on dirait la condamnation de la mémoire. Cependant, le terme reste problématique parce qu'il nous vient du 17e siècle. C'est une expression qui ne parvient pas à saisir totalement la réalité du phénomène chez les Romains. Il n'y avait pas de procédure légale pour la destruction d'images, ni un ensemble de pratiques fixes. Donc, eux, il n'y avait pas de nom pour ça, là, nécessairement. Non, c'est ça. C'était plus on disait plus la damnation, mais il n'y avait pas une expression fixe. Là. C'était souvent des destructions spontanées, suivant la chute d'un empereur tyrannique ou d'un consul tyrannique. Plutôt que de condamner la mémoire, la destruction d'images a servi plus à créer des souvenirs durables de disgrâce envers ces dirigeants-là. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on se souvienne de ces personnes-là de manière négative. Exactement. Le souvenir d'une tyrannie pouvait difficilement être effacé, mais un dirigeant pouvait être déshonoré plus facilement. C'était une façon d'éduquer aussi et d'avertir les générations futures. À l'origine, chez les Romains, la damnation mémorielle était une condamnation à l'encontre d'un personnage politique la plupart du temps après sa mort. C'est le Sénat qui votait qui va donner la damnation mémorielle. Okay? Donc c'est pas nécessairement un mouvement populaire là, de la foule. Non, là. Exactement. C'était toujours le Sénat qui se prononçait là-dessus. On procédait à l'effacement de son nom sur les monuments publics, des déclarations de son anniversaire comme un jour néfaste. Oh mon Dieu, quand même! Hein? Ouais. non, il n'y avait pas de main morte souvent. Là. C'était un véritable instrument politique. Elle avait une fonction pendant le règne de l'empereur, il y avait une fonction de menace aussi. Parce que le Sénat avait ce pouvoir-là, après sa mort, de le damner, si vous voulez. Puis, avant que je parle un peu plus des Romains, il faut savoir que la condamnation de la mémoire, c'est pas propre aux Romains. Cette pratique était aussi utilisée en Égypte ancienne avec, par exemple, la reine Pharaon de la 18e dynastie, Hatshepsut, qui s'est fait effacer des monuments et des textes pour être remplacés par le nom de son père et de son frère. En fait, son beau-fils, Thoutmôsis III, voulait effacer la légitimité de sa tante au trône et reprendre la succession pour lui-même. C'est subtil comme méthode, mettons. Puis, aussi du côté grec, dans l'Athènes classique, au 5e siècle, avant l'ère commune, on pratiquait la kataskafé, qui est, on détruisait la maison de la personne qui avait mal agi. Ok, quand même, carrément. Pour expliquer ce phénomène chez les Romains, il faut parler un peu plus de leur culture. La société romaine était très modelée par la mémoire. Le consul et les hommes politiques vivaient avec le désir de perpétuer les traditions d'illustres ancêtres et de façonner sa propre gloire. Donc un peu comme le désir de marquer l'histoire, un peu exact. Important. Oui, on avait déjà conscience à cette époque-là de marquer l'histoire. On voulait marquer l'imaginaire du peuple romain.
Par exemple, on exposait des masques funéraires et des bustes d'ancêtres dans les atriums des maisons aristocratiques. Les atriums, c'est une pièce de la maison romaine, c'est la pièce la plus importante, c'est là qu'on reçoit les invités. Là. C'est un peu notre salon. Mais eux, c'était une grande pièce, ouais, c'est ça. C'était destiné à impressionner les visiteurs dans l'environnement hautement compétitif de la Rome républicaine. Donc, t'impressionnes les visiteurs avec tes ancêtres. Là. Exact. Lors du passage de la République à l'Empire, il n'y a pas une réduction de l'importance de la mémoire, c'est juste une façon différente de l'aborder. Okay. Maintenant, c'est l'empereur et sa famille, ses successeurs et ses rivaux que leur image est importante. L'image de l'empereur, que ce soit une statue colossale dans le forum d'une ville, de province ou sur une pièce d'argent, c'est l'image centrale de l'Empire puis c'est unificateur. La représentation de l'empereur, c'est vraiment une image de stabilité. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, le fait de dégrader, en fait, avant justement qu'il soit donné dans la mémoire, une dégradation de ces statuts-là, ça devait être quelque chose d'épouvantable. C'est ça, c'était une mauvaise augure. Ça allait pas bien se passer pour l'Empire si l'empereur est comme bafoué comme ça, son image est bafouée comme ça. Puis que l'empereur soit présenté de manière triomphale. Souvent, on présentait de manière triomphale sur son cheval ou souvent religieusement voilé. Comme Pontifex Maximus. Le Pontifex Maximus, ça veut dire grand prêtre en français. C'est un des titres que l'empereur avait. En fait, c'est le pouvoir religieux. Okay? Son image, c'est ça, c'était vraiment une affirmation d'ordre dans le monde romain. L'empereur avait vaincu les ennemis de Rome, les dieux étaient apaisés, donc tout se passait bien. L'image de l'empereur était également importante parce qu'elle agissait comme incarnation de l'empereur. C'est pas juste une représentation, il incarne l'empereur. Okay? Elle devait donc être respectée. On a un exemple du célèbre empereur Caracalla, qui a condamné à mort un de ses soldats malchanceux qui a tenté de payer les services d'une prostituée avec une pièce de monnaie qui avait son image. OK, quand même, là. Condamné à mort? Ouais, c'était très sérieux, là. Donc, même que ceux qui faisaient des graffitis aussi sur les statues, là, ça passe plus ou moins bien, là. non, absolument pas. Cet exemple cocasse, en fait, témoigne toute la puissance de ces images impériales. Il est donc normal que le sort des empereurs et de ces images soit discuté après leur mort. Une caractéristique récurrente et normale de l'histoire impériale est lorsqu'un empereur impopulaire a été retiré du pouvoir de façon violente par assassinat ou par usurpation d'un coup d'état militaire. Ces images sont toujours violentées dans ces cas-là. Un peu sans surprise, l'usurpateur veut effacer celui d'avant. Exactement. Puis il fondait, surtout qu'il arrivait au pouvoir, il fondait sa monnaie, le préambule. C'est parce que les empereurs, quand ils arrivent au pouvoir pour légitimer leur pouvoir, ils font battre la monnaie avec leur effigie. Donc, est-ce qu'il faut retirer toutes la monnaie d'avant, ça veut dire? Ben, le plus possible, mais c'est impossible à cette époque-là. Il n'y a pas d'État aussi centralisé qu'aujourd'hui. Maintenant, j'aborderai quelques exemples assez intéressants de victimes de la damnation mémorielle. Commencer par sous la République. On a un certain Marcus Manlius, il me fait un peu penser à Trump. En fait, il est célèbre pour avoir sauvé la République contre les Gaulois en 390 avant notre ère. Il est accusé de politique populiste. Il est reconnu coupable d'aspiration monarchique. Il tentait de mobiliser le soutien populaire pour un gain politique. Il a été précipité du haut de la roche tarpénienne à Rome. C'est une roche qui est haute? Ouais, en fait, c'est une falaise qui est bien identifiable si vous allez à Rome là, aujourd'hui. Là. C'est quand même violent, là, comme oui. Puis, en plus, on a rasé sa maison sur la colline du Capitole. Qui est en haut de... Donc, d'un côté, on l'a puni aussi sa famille à ce moment-là, ça veut dire. Là. Ouais, c'est ça. En fond, on punit beaucoup les biens matériels dans l'Antiquité aussi. Pour ça, on a vu l'exemple pour les Grecs, on détruisait aussi les maisons. Oui. La destruction des biens de Manlius a servi à se souvenir de sa disgrâce et avertir d'autres populistes potentiels. C'est ce qui vous attend. De leur sort, ouais. Pour la République, on a un autre exemple, c'est la condamnation de la mémoire d'Antoine à partir de 30 avant notre ère, à l'annonce de son suicide puis de celui de Cléopâtre à Alexandrie. Oui. En fait, Dion Cassius, l'historien romain, nous raconte qu'on a martelé son nom
Puis on a même commencé avant sa mort, 1 an avant, OK. à sa défaite à la bataille d'Axium. C'est quand ça a commencé à aller mal, là, on s'est dit que c'est Octave qui va gagner. Le fait qu'on a commencé à effacer un peu, parce que là on savait pas qui allait être empereur à cette époque-là, soit OK. Octave ou... Ben, en fait, c'est juste avant le début de l'Empire. Donc, OK, mais lui, déjà avant sa mort, donc ça va vraiment pas bien. Là. exact. Maintenant, on va passer au cas encore plus intéressant de la nation Memoriae envers les empereurs. Tout le monde connaît aujourd'hui le tristement célèbre Commode, grâce au péplum là, de Ridley Scott Gladiator. Ça fait 2 fois qu'on me dit j'anime qu'il faut que je l'écoute. Ouais. Ça s'en vient un jour. En tant que fils de l'empereur Marc Aurèle, tout le monde s'attendait à ce que Commode suive les traces de son père, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Selon les sources qu'on a, son règne a cédé rapidement la place aux vices du despotisme et la tyrannie. Parallèlement à ses crimes de violence et de débauche, Commode s'est rendu célèbre pour avoir été gladiateur, un empereur gladiateur, puis il prétend qu'il était Hercule. Ah, ben, c'est pas rien quand même. Non, c'est ça, il se prenait pas pour un autre. Puis il a même projeté de renommer Rome pour Commodiana. Bon, on est content qu'il l'ait pas fait. Ouais. Son comportement un peu trop extravagant a provoqué son assassinat en 192. C'est son esclave Narcisse qui l'a entraîné au maniement des armes, qui l'a étranglé dans son bain. L'assassinat, c'est le résultat d'un complot pour mettre fin à sa tyrannie. C'est pas juste l'esclave qui a décidé par lui-même. Sa mort a été célébrée à Rome et nous offre un récit des plus frappants de la damnation mémoriale. Les sénateurs auraient proclamé, je cite, qu'on abatte les statues du gladiateur et du parricide, qu'on traîne le meurtrier des citoyens, qu'on traîne le parricide des citoyens, qu'on efface le souvenir du gladiateur, du parricide gladiateur. C'est quand même intéressant parce qu'on veut effacer son souvenir, mais en même temps, on garde les traces d'avoir voulu effacer son souvenir. C'est ça, on veut envoyer un message, comme on le constate qu'on peut pas vraiment l'oublier nécessairement. Puis cet extrait-là, ça nous permet de constater toute l'exaltation qu'ont entraîné la mort de Commode et la destruction de ses images. Sa condamnation explique bien pourquoi les archéologues pour Commode ont eu plus de difficultés à trouver des statues et des inscriptions intactes parce qu'il a vraiment été un mauvais empereur selon le Sénat. Puis l'exemple le plus célèbre de la damnation mémoriale, c'est celui de Geta qui montre un paradoxe aussi un peu de la damnation mémoriale. Lui, c'est le fils de Septime Sévère et frère de Caracalla. Puis, c'est au début du 3e siècle qu'il a partagé le pouvoir. Geta et Caracalla ont partagé le pouvoir pendant quelques mois. Mais il y avait toujours une petite rivalité entre les deux frères. Puis cette haine-là viendrait du fait que depuis qu'ils sont jeunes, ils n'aiment pas les mêmes choses. Tu sais, Caracalla, c'est plus... on peut se retrouver des fois. Oui. Caracalla, tu sais, il est plus passionné par la guerre, l'armée. Tandis que Geta est un peu plus intéressé par les choses intellectuelles. C'est drôle, ça aurait pu faire en fait un bon pouvoir en fait de partager les deux intérêts comme ça. On s'occupe pas des mêmes choses, mais... Puis, mais c'est que Geta il était préféré au Sénat aussi. Puis, ça s'est transformé en fratricide. En fait, Geta a été assassiné dans les bras de sa mère, aurait été assassiné dans les bras de sa mère sous l'ordre de Caracalla. Puis après ça, Caracalla il a tenté de réduire au silence tous les aspects de la mémoire de son frère. Dans tout l'Empire, ses statues ont été renversées, son image sur la monnaie a été contremarquée. On a mis d'autres visages sur sa monnaie de Geta. OK, quand même. Ouais, on a mis le visage de Athéna à certains endroits. Puis Caracalla a même fait assassiner les amis de Geta au complet. Pas pris de chance. Non. Puis, mais par contre, partout dans les destructions des représentations de Geta où ça a lieu, son absence, ça rappelle quand même son absence. Puis sa mort et le crime de Caracalla. Mais c'est probablement sur l'arc monumental de Septime Sévère que c'est plus clair. C'est un arc, les arcs de triomphe. Là. Qui est à quel endroit, ça? Lui, c'est à Rome. OK. Puis c'est construit pour commémorer les campagnes de son père contre les Parthes au Moyen-Orient à la fin du 2e siècle. Puis on peut y voir que l'inscription a été modifiée et les tentatives de réécrire l'histoire par-dessus son corps visibles aujourd'hui. Donc on le voit bien sur l'arc. Ouais, si on y va aujourd'hui, on risque de voir... Est-ce que tu sais si on y va, il y a des indications qui nous disent « Ah, regardez ça ». Je sais pas exactement. Je suis pas allé à Rome, malheureusement, encore. Ah, tu reviendras nous en parler. Oui. Malgré tous les efforts de Caracalla, pour faire oublier son frère, ça s'est pas passé.
qui est très bien connu des historiens aujourd'hui. Puis c'est peut-être ça qui l'a rendu célèbre, en fait. Fait que Caracola, il entraîne la célébrité de son frère, un peu. Puis, cette pratique de la nation morale semble très révélatrice aussi. Elle met en relief l'opposition d'un bon empereur et d'un tyran, notamment à partir du 1er siècle de l'Empire. Le dirigeant apprécié est honoré par la consécration, qu'on appelle. Consécration. Oui. Et dans les inscriptions, on va voir ça. Puis, on va le nommer Dieu quand c'est un bon empereur. Tandis qu'un mauvais empereur, il est condamné plus à l'oubli. Oui. Et une disparition plus ou moins complète. Et en terminant, là, je voudrais... il y a plusieurs chroniques dans les médias cet été qui nous ont dit qu'on était en train d'effacer l'histoire en déboulonnant des statues. Mais c'est absolument faux parce que les exemples provenant de l'Antiquité que je viens de vous donner sont des excellents exemples. Puis on les a pas oubliés, en fait, ces gens-là. Non, pas du tout. Puis malgré toutes les tentatives d'effacer certains personnages de l'histoire antique, on connaît malgré tout aujourd'hui ces personnages, même avec le peu de sources. Puis, quelle que soit l'époque, l'être humain a pratiqué une forme de condamnation. Ça a varié au cours du temps, mais on a toujours détruit des représentations de dirigeants. En fait, une volonté, en fait, d'arrêter de commémorer certaines personnes. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, on ne veut pas nécessairement les oublier dans l'histoire, on veut arrêter qu'on leur rende hommage. Exactement. On a vu ça à la Révolution française, dans la décolonisation des années 60. On a vu ça à Saddam Hussein en 2003, exactement. En Irak. Fait que ça a absolument pas fait qu'un aspect de l'histoire a été effacé. Les statues dans l'espace public font partie du ressort, c'est vraiment associé à la mémoire. Oui, exactement. C'est ce qu'un peuple a envie de se souvenir. Donc, c'est normal qu'on détruise une statue quand on n'a pas envie de s'en souvenir. Tout à fait. Alors que l'histoire, c'est plus une enquête sur ce qui s'est vraiment passé. Ça fait pas qu'on arrête d'en parler dans les salles de classe, là, pour arrêter de s'inquiéter. Merci beaucoup, Alexandre. C'était une très, très bonne chronique d'actualité. Oui. Donc, pour poursuivre la discussion là, sur les enjeux mémoriels, je vous propose de réécouter la chronique d'Amélie Roy-Bergeron du 30 novembre 2018 sur la question du patrimoine, sa définition et sa sauvegarde. Et on va aller en musique. Elliot, qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter une chanson française par Peter Peter qui s'appelle Damnatio Memoriae. Voyons donc. Si ça se trouve, prends-tu encore des taxis au beau milieu de la nuit, rejoindre ceux te promettant de t'emmener pour le week-end? Joues-tu encore la comédie? Peut-être. Sur la rue j'ai croisé ton ami, nous n'avons pas parlé de toi. Je semble pressé sur moi, pressé de t'oublier. Damnatio Memoriae. 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 De retour à Histoire de passer le temps, on va tout de suite continuer avec une chronique de notre habitué,
Oui, Julien ça fait maintenant quelques années que je suis... Non, quelques mois, en fait. Je suis ici. Ça fait 1 an, je pense, l'histoire de Ça fait passer le longtemps. temps. Ça fait un bout. Tu fais tout. Ça fait trop longtemps que je suis là. Bon. Parle de quoi? Oui, en fait, je vais vous parler d'un autre groupe politique asiatique nébuleux. Cette fois-ci, je vais parler de l'Armée rouge unifiée qui va être fondée au Japon en 1971 et comme tous les groupes politiques que je parle, va vivre une fin très malheureuse. Toujours dans le tragique. Toujours dans le tragique, hein, je peux pas faire autrement. Donc, ma chronique va se diviser en 2 parties. Je vais d'abord faire une courte histoire de l'Armée rouge unifiée, puis ensuite du siège du fameux chalet d'Azama qui va vraiment marquer la fin du groupe. Donc, comme je l'avais mentionné dans ma chronique du 9 octobre sur Yukio Mishima, le Japon de la fin des années 60 et du début des années 70 était le théâtre de grandes tensions politiques entre la droite et la gauche. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs groupes et plusieurs acteurs importants comme Mishima qui vont stimuler l'extrême droite patriotique japonais. Cependant, l'extrême gauche japonaise n'était pas en reste, avec plusieurs groupes d'envergure qui s'organisaient sur plusieurs fronts. Probablement la plus connue, puis j'aurais peut-être faire une chronique sur eux autres éventuellement, c'est la Zangakuren, qui était une organisation étudiante fondée en 1948 et qui est à l'origine de plusieurs manifestations depuis. On est à l'époque des mouvements étudiants dans les années 60. Toujours. En fait, c'était vraiment le mouvement de la nouvelle gauche au Japon, qui était vraiment un phénomène qui s'est tiré sur plusieurs années. Et c'est vraiment dans ce contexte que l'Armée rouge unifiée va être fondée en juillet 1971. La fondation du groupe est née de l'union de 2 plus petits groupes communistes. La faction de l'Armée rouge, qui va être menée par Tsuneo Mori, et, attention le titre, le groupe de gauche révolutionnaire marxiste réformé, mené par Hiroko Nagata. Et la fusion va découler d'un besoin mutuel des 2 groupes. Dans le fond, la faction de l'Armée rouge avait de l'argent qu'il avait réussi à accumuler grâce à plusieurs cambriolages de banques au fil des années. Et c'est pas des anges en fait. Non. et sinon, le groupe de Nagata va eux autres pouvoir rassembler une panoplie impressionnante d'armes à feu qu'auront eux autres aussi volées au fil des années. Ainsi, avec la formation de l'Armée rouge unifiée, ça va être Tsuneo Mori qui va diriger l'Armée rouge et Nagata qui va agir comme son bras droit. Donc, avec 9 membres, constitués à majorité d'étudiants d'université, l'objectif ambitieux est de démanteler le gouvernement japonais et favoriser l'établissement du communisme dans tout le pays. Avec 29 membres. Avec 29 membres, on voit que ça va diminuer assez rapidement et c'est comme ça que le groupe va très rapidement déraper. Mais même 29 membres là, sont ambitieux, là. Oui, disons. Mais en fait, justement, je sors de ma chronique, là, le groupe de Baader Meinhof était combien environ? Ah, mon Dieu, il était pas beaucoup... Là, puis c'est un peu les mêmes objectifs en plus. Donc, oui, il est plus au niveau de la soixantaine, si je me souviens bien. Ah, c'est déjà pas pire. Donc, comme j'ai mentionné, le groupe va très rapidement déraper. 1 mois après sa formation, il y aura déjà 2 membres qui vont déserter le groupe. Et de faire en sorte un exemple, Nagata va organiser leur meurtre. Donc, les 2 vont être rapidement assassinés et leur corps va être enterré dans un marais. Durant l'hiver 1971, les membres restants, sont rendus 27 si on fait le décompte, vont se retirer dans les montagnes forestières de la préfecture de Gunma, qui est environ à 150 km de Tokyo. Tout ça dans les montagnes, l'Armée rouge unifiée va établir un camp d'entraînement où les membres vont pratiquer le maniement des armes à feu et s'adonner à des séances d'autocritique. Ah, ça a l'air le fun, ça. Mais j'en avais déjà parlé en fait brièvement dans ma chronique du 18 octobre 2019 sur la révolution culturelle en Chine, ce que sont les séances d'autocritique. Je vous invite à écouter ma chronique évidemment, mais pour faire un court récapitulatif, les séances d'autocritique sont une pratique très courante dans les milieux maoïstes asiatiques. En fait, elles consistent à sélectionner une personne dont la majorité juge qu'elle n'est pas assez dévouée à la cause révolutionnaire. Et devant la foule, la personne va admettre ses fautes de sorte à renforcer son caractère et d'en faire un meilleur membre. Ça semble semi-efficace, me semble, de plus ou moins autocritique, en fait. Mais parce que les autres te critiquent. Exactement. En fait, c'est comme par exemple, les gens vont reprocher quelque chose envers toi, tu vas t'auto-critiquer et les gens vont valider ta critique en te critiquant davantage. C'est un peu ça le principe. Cependant, l'Armée rouge unifiée va introduire un élément beaucoup plus violent dans ces séances-là qui vont plutôt tourner au lynchage. Ah, j'ai mentionné, c'est pas des anges. Entre décembre et février 1972, il y aura 12 membres qui vont être soumis aux séances d'autocritique et 12 membres, les mêmes, qui vont mourir suite à ces séances-là. OK. Il y avait déjà peu de membres. En plus, ils tuent leurs propres membres. Ouais, c'est comme je dis, c'est pas très productif à ce niveau-là. Puis en fait, les méthodes d'exécution sont plutôt variées. Je vais pas m'étendre dans les détails, mais selon les témoignages de survivants des rapports de police, les membres étaient tour à tour soumis à une séance de critique. Les fautes étaient souvent similaires. On leur reprochait un manque d'esprit révolutionnaire, un manque d'esprit de groupe ou un manque de motivation envers la cause. Et tout ça, ça découlait selon des raisons plus personnelles. Nagata, par exemple, reprochait souvent des membres c'était un groupe mixte entre des hommes et des femmes. Il y a plusieurs qui évidemment,
se mettaient en couple et elle reprochait ces relations amoureuses-là en leur disant que ça les déviait dans leur esprit révolutionnaire. Ils sont pas assez dévoués à la cause. Non, il fallait qu'ils se mettent corps et âme à 100% vers la révolution. Mais avec ça, ça fait que ces groupes-là étaient soumis aux critiques, on les battait à mort, on les exposait dans les éléments, on leur privait de nourriture, et au final, comme j'ai dit, ces gens-là, mouraient, sans surprise. Et de fil en aiguille, la courte existence de l'armée rouge unifiée va être déjà menacée par nul autre qu'elle-même. On comprend, clairement. Et c'est là qu'on arrive au mois fatidique, en février 1972. C'est quand les deux leaders du groupe, Mori et Nagata, vont quitter le camp et se rendent à Tokyo pour un court voyage. Et c'est durant leur absence que la majorité des membres de l'armée rouge qui vont voir leurs deux leaders partir, qui vont en profiter pour s'enfuir du camp et déserter. Je les comprends. Oui, je les blâme pas du tout, en fait. Et au même moment, la police est alertée de tout leur emplacement dans les montagnes et vont sauter sur l'occasion pour les traquer. Mori et Nagata vont être rapidement arrêtés à Tokyo. Ils vont être mis en prison. Mais les quelques membres restants vont fuir à leur tour le camp. Alors, se rendre compte que la majorité sont partis et que la police est probablement sur leur trousse. Oui. Donc, le groupe va essayer de se semer la police dans les montagnes. Et pour ce faire, ils vont se séparer en deux groupes. Donc, le premier groupe va se quitter dans la montagne, mais quelques heures plus tard, vont déjà être arrêtés par la police quand ils vont essayer de prendre le train pour s'enfuir. Un autre groupe, ça va être mené par Kunio Bando, qui est un personnage lui aussi assez particulier, qui est constitué de seulement 5 membres bien armés. C'est vraiment par hasard qu'ils vont tomber au chalet d'Azama, qui est un édifice imposant situé sur la montagne du même nom. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma publicité, on voit la photo du chalet d'Azama. C'est un beau chalet. C'est un très beau chalet. C'était environ 3 étages. C'est un chalet qui était destiné aux compagnies. Dans le fond, ceux qui faisaient des espèces de voyages de compagnie, des voyages de compagnie. C'est commercial. Oui, exactement. C'est un chalet commercial à ce niveau-là. Donc, c'est un chalet qui était vraiment gigantesque. Et, comme de fait, il y avait des gens qui étaient là. En fait, la majorité des gens étaient entrés en pleine randonnée, mais il restait une femme, Yasuko Muta, une femme de 31 ans, qui attendait que son mari revienne de la randonnée et qui sera pris en otage par le groupe. Donc, rapidement, les militants prennent la femme en otage et vont barricader le chalet. Et comme j'ai dit, étalé sur plusieurs étages, avec une seule entrée et une façade complète qui donne une vue sur toute la montagne et les sentiers, le chalet d'Azama va devenir une véritable forteresse. Oui, ça se défend bien là, si on est dans la montagne. Là. Ah oui, je pense que non, c'est comme le flanc arrière est carrément dos à la montagne, il n'y a personne qui peut rentrer par là. Comme je dis, il y a une seule entrée seulement et les groupes avec des armes à feu ont une vue dégagée surtout. Comme je dis, ils ont arrivé au chalet par hasard, ils n'avaient pas pu trouver un meilleur endroit. Donc, ils ont été chanceux. Ils ont été très chanceux à ce niveau-là. L'otage un peu moins. Moi, moins l'otage. Donc, on est le 19 février 1972 et le siège va officiellement commencer. Le mari Muta va s'apercevoir assez rapidement que le chalet est occupé par des hommes armés. Il va notifier la police qui va déployer plus de 3000 agents sur le terrain. Commence ainsi l'un des plus longs sièges dans l'histoire récente du Japon qui sera fortement médiatisé tout le long. La police va hésiter d'abord à attaquer directement les militants, malgré quelques échanges de coups de feu. Donc, durant les 3 premiers jours, la police va plutôt attendre que les militants se rendent par eux-mêmes, ce qui ne sera toutefois pas le cas. Puis quand tu dis fortement médiatisé, tu veux dire qu'il y a des caméras sur place avec la télévision? Énormément de caméras sur place, il y a énormément de journalistes et durant plusieurs journées en fait c'était un live, c'était dans le fond un enregistrement en direct qui se tenait sur tout le long. Et pour le Japon des années 70, comme je dis 72, ce genre de nouvelle technologie-là est encore très, très nouvelle, en fait. Oui. Les gens ne sont pas nécessairement habitués à avoir des lives aussi étendus que ça. Donc, ça a vraiment capté l'imaginaire des Japonais. Mais ça a eu un peu son... c'est une semi-bonne idée, là, on a eu récemment le canular aux édifices de Ubisoft, et beaucoup de personnes qui ont blâmé, avec raison, certains journaux, d'avoir montré en live des images de où est-ce que pas les otages, mais les employés se trouvaient, ce qu'on disait, ça pourrait donner des bonnes idées pour les militants supposés du canular. À l'époque, il n'y avait pas encore ce souci-là. Par contre. Donc, ils filment tout. Ils filment tout, puis comme de fait, les militants, il y avait encore la télévision qui était branchée, ils pouvaient suivre à 100% ce que les policiers étaient en train de faire. Donc, pour la population, ça peut être quelque chose là, de on sait pas comment ça va virer, on n'est pas rendu là, mais s'il y a des morts, c'est qu'on les voit en direct. Là, c'est... Ben oui, exactement. Puis en fait, ça l'a un peu... ça l'a mené à une certaine débandade à ce niveau-là. Il y a un monsieur... C'est vraiment nébuleux à ce niveau-là. Il y aurait un monsieur qui travaille dans un village d'environnement qui aurait vu le live. C'est pendant les 3 jours qu'il se passait pas grand-chose et qui s'était mis en l'idée lui-même qu'il allait lui-même régler la prise d'otage. Fait que lui tout seul. Ça allait fonctionner. Les 3000 policiers, ça fonctionnait pas, mais lui. Lui tout seul, il serait arrivé là. Donc, là, c'est encore une fois, on a tellement de photos qu'on peut voir scène par scène ce monsieur-là se rendre à la prise d'otage.
traverser la barricade des policiers, essayer de rentrer dans le chalet et malheureusement se faire tirer par les manifestants, par les terroristes et décéder de ses blessures. Donc il y a plein de monde qui ont vu ça en live. Il y a plein de monde qui ont vu ça, oui, mais bon, ça n'a pas déterré nécessairement les journalistes à vouloir continuer à filmer la scène. Ils ont continué. Ils ont quand même continué. Et les jours suivants, en fait, la police va fermer l'électricité du chalet. Donc, les manifestants vont être coupés. Les manifestants, je ne vais pas dire les manifestants, les militants, plutôt, sont plus accès à la télévision. Et on va aussi installer des haut-parleurs autour du terrain qui vont passer de la musique forte. C'est une tactique, disons, durant les prises d'otages qui est très régulière. Et durant cette période-là... Les empêcher de dormir. Les empêcher de dormir, exactement, les déranger. Mais aussi, durant cette période-là, il y aura plusieurs parents des jeunes terroristes qui sont amenés sur le lieu du siège pour plaider à ce que leurs enfants se rendent. Dans un cas assez saugrenu, on ne sait pas qui exactement était mort et qui exactement était vivant. Il y avait des parents des victimes qui ont été assassinés par le groupe qui était là en pensant que leur enfant était dans le chalet. Mais encore une fois, ce sera sans succès. À partir du 25 février, donc après 6 jours de siège, la police va commencer à préparer à s'introduire dans le chalet. Ils vont installer une grue avec un bélier qui est stationné aux abords, avec l'intention que la grue défonce un mur et les policiers puissent s'introduire par là. Tout ça en live. Tout ça en live, encore une fois. Les gens le voient. Les agents de police vont aussi commencer à s'équiper d'échelles, de marteaux et de tronçonneuses, le tout essayer de faire un show et de dissuader les militants de se rendre. 2 jours plus tard, la police va augmenter la pression en installant une machine à balles de tennis, c'est le genre de machine avec les balles de tennis qui sont lancées automatiquement pour lancer régulièrement des roches dans le chalet et empêcher les militants de se reposer. L'assaut va toutefois tarder. Pendant tout le temps, comme je l'ai mentionné, le live va attirer énormément le public japonais, puis ça va donner des scènes assez particulières, parce que mis à part comme quelques échanges de coups de feu, il ne passait pas grand-chose. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de photos de policiers qui mangeaient comme des cup noodles, comme des ramen en bol pendant la scène. Et ça a l'air d'avoir vraiment frappé l'imaginaire japonais de voir des policiers manger des ramen pour je ne sais quelle raison. Et en fait, selon les légendes urbaines, j'ai vu ça plusieurs fois dans mes sources, que apparemment, les ventes de ramen ont vraiment augmenté à cette période-là. C'était une bonne pub. Ça a vraiment fait de la bonne pub à ce niveau-là. Donc bon, mais pour vous montrer à quel point que le siège a vraiment captivé les télévisions japonaises, au moment le plus fort du siège, quand la police a finalement envahi le chalet, 90% des télévisions japonaises sont à l'écoute. Quand même. Donc, c'est le matin du 28 février à 8h, les policiers vont lancer un dernier ultimatum. Rendez-vous. À 9h, les manifestants décident de ne pas se rendre, on décide de continuer le siège, et la police va charger. Il va s'ensuivre un très long combat entre eux et les militants. Les 2 premiers étages du chalet sont rapidement occupés et les barricades vont être démantelées. Mais les terroristes et leurs otages vont demeurer au dernier étage et n'hésitent pas à tirer sur la police. Ça va prendre quelques heures avant que les policiers réussissent à s'introduire dans le dernier étage. Ils vont d'abord essayer d'inonder l'étage avec de l'eau froide pour dissuader les militants, mais ceux-ci ne feront que répondre avec des tirs et des bombes artisanales. L'échange va éventuellement tuer 2 policiers et en blesser 15 autres. Et c'est seulement durant la soirée, comme ils ont pris toute la journée pour essayer de s'introduire dans l'étage, que les militants vont finalement être arrêtés. Les 5 vont être blottis derrière un matelas et le l'otage va être libéré. Donc, au niveau des militants, il n'y a pas eu de blessés ou de morts je sais pas s'il y a eu des blessés, mais non, au niveau des militants, je pense pas qu'il y a eu de morts, nécessairement. Donc, les 5 étaient encore vivants là, quand ils ont... je pense que oui. En fait, je pense que ça a été assez nébuleux. J'ai vu certaines sources qui restait juste 4 militants à la fin, mais j'ai pas trouvé où est-ce qu'il était rendu le 5e. Donc, je vais assumer que les 5 sont 4 ou 5. Il était 4 ou 5, ouais. Et en fait, que reste-t-il de l'ARU après le siège? Pas grand-chose. Les 2 leaders, Mori et Nagata, vont être jugés et mis en prison. Mori va se suicider dans sa cellule quelques mois plus tard, tandis que Nagata va décéder en 2011 d'une tumeur au cerveau. Donc, j'imagine qu'ils ont eu une peine assez sévère. Oui. Là. En fait, ce que j'ai lu brièvement, c'était que les policiers, le système de justice, ont décidé de juger les manifestants en 2 groupes. Ceux qui étaient prêts à être jugés individuellement pour leur action et ceux qui étaient prêts à juger en groupe, pour les actions de tout le groupe au complet. Et de ce que j'ai su, c'est que Mori et Nagata ont décidé de ne pas trahir le groupe et d'être jugés en tant que collectif, mais que plusieurs membres du groupe, je veux dire, ont décidé d'être jugés individuellement parce que, tout est pour tout, il n'y avait pas grand-chose eux-mêmes à se reprocher. Oui, c'était les leaders... Oui, c'était vraiment les leaders les plus influents, disons. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs membres qui vont être jugés, qui vont être arrêtés, mais certains vont être éventuellement libérés au fil des années. Et quant à Bando, le gars qui a organisé la défense du chalet d'Azama, son sort est très nébuleux. À vrai dire, on sait qu'il a été en prison avec les autres otages, mais il va être libéré quelques mois plus tard. Et là, encore une fois, il faut que je fasse une chronique là-dessus. Il y avait un groupe terroriste japonais communiste qui était au Liban, qui ont organisé une prise d'otage pour libérer Bando. Et ça faisait, suivant un échange de prisonniers comme ça, Bando a été libéré. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est devenu. On sait qu'il est peut-être encore en vie, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est rendu. On ne sait même pas s'il est au Japon ou peut-être même en Corée du Nord. Donc, il a été échangé avec le groupe. Il a été libéré. Puis on sait plus où. On sait plus il est rendu où.
OK. Et sinon... C'est mystérieux. Oui, c'est très mystérieux, mais ça titille l'imaginaire. Et sinon, l'otage, Mita, aurait survécu le siège et admet que les militants lui ont pas fait de mal durant le siège, en fait, qu'elle aurait juste passé la majorité de ses journées attachée au lit, mais qu'il lui donnait de la nourriture puis qu'il suscite ses besoins. C'est quand même désagréable. C'est quand même désagréable. Quand on a un otage, c'est jamais le fun non plus. Non, ça, en plus, ça a l'air d'avoir duré quand même... Ça veut dire environ, plus qu'une semaine, environ 2 semaines presque. Ouais. Et enfin, elle semble pas avoir vécu de grandes séquelles du siège, mais elle aurait quand même refusé d'en reparler durant les prochaines années dans le cadre de documentaires ou d'entrevues. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti l'année passée sur le siège. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Tu peux pas nous donner de critique, c'est ça? Non. Je pense que c'est en japonais, le documentaire. Okay, bon, on va te donner quelques années à apprendre ton japonais pour apprendre mon japonais, ben oui. Donc, le siège d'Asama et les meurtres commis par l'armée rouge unifiée va marquer le déclin certain de la gauche japonaise. Autrefois très sympathique et sensible aux idées de la gauche, la majorité des Japonais vont associer la violence de l'ARU et des autres groupes terroristes liés à tout le reste de la gauche. De fait, et encore aujourd'hui, la présence gauchiste au Japon est extrêmement faible. Chose quand même ironique considérant les intentions des membres de l'ARU à vouloir sensibiliser la population aux communistes. Donc, ça a été un échec total. À tous les niveaux. Sur toute la ligne. Ben oui, mais comme tous les groupes militants que je parle... c'est jamais un succès. Ça finit jamais en succès. À un moment donné, je vais faire une chronique qui finit bien. Ben, on attend ça, parce que tu vas nous présenter un groupe militant de gauche, que ça fonctionne. Ça existe pas. je veux mettre au défi. Merci Chloé. Merci beaucoup Julien pour une autre très bonne chronique. Et si vous vous intéressez là, au groupe d'extrême gauche, et là c'était un échec aussi si je nous propose une autre chronique qui datait du 6 septembre 2019 sur l'extrême gauche hongkongaise. C'était un échec? Oui, c'était un échec eux autres ici. En fait, c'était un groupe qui a été carrément pulvérisé par la mémoire, qui n'existait plus. Puis là, je mets mon petit doigt en l'air en disant ça. J'ai retrouvé des magazines de ce groupe-là et j'ai réussi à refaire un historique de ce groupe-là. D'ailleurs, dans cette chronique-là, je me rappelle, j'avais fait de la publicité en disant que j'allais publier un article là-dessus bientôt. Tu l'as pas fait? Ben, l'article était supposé être publié, mais... on l'attend. L'épidémie du coronavirus a un peu tout gâché à ce niveau-là. Donc, il est encore dans les limbes. Mais on conseille quand même cette chronique-là. Parfait. Sur l'échec d'un autre groupe de la gauche. Parfait. Merci. Merci. Elliot, qu'est-ce qu'on écoute? Alors, on part du coup sur Better Person, Bring Me Tears.
On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on va terminer l'émission en beauté avec un habitué de l'émission, très habitué, Thomas Venn. Oui, bonjour. Qui nous sort de notre zone de confort aujourd'hui en abordant le 21e siècle. Oui, le 21e siècle, mais toujours en rapport avec l'histoire. Donc, cette fois-ci, l'histoire de l'Afrique en tant qu'idée générale. Mais avant de commencer à parler du sujet, qui est en fait le discours de Dakar du 26 juillet 2007 de Nicolas Sarkozy, je voulais faire jouer un petit morceau de ce discours. Un extrait pour vous donner une idée de à quoi on va s'affronter dans les prochaines minutes. Donc, si Elliot peut bien... À ton service. Merci beaucoup. Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique est perdu. Waouh, c'est condescendant. Ou c'est très condescendant. Au fond, on se demande qu'est-ce que c'est ça. Oui. Et donc, aujourd'hui, justement, mon objectif, c'est de vous dire qu'est-ce que c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec... qu'est-ce qui est arrivé à Sarkozy pour, en fait, dire ces paroles-là, ces mots-là d'une Afrique immuable, qui n'a pas bougé. Immobile, oui, c'est ça. Immobile, d'une Afrique anthropologique, presque, où est-ce qu'on est capable de voir le passé humain à travers le présent africain. Donc, juste mettre ça un petit peu en contexte. Ce discours-là, il a été prononcé à Dakar, comme je l'ai dit, à l'université Cheikh Anta Diop, au Sénégal. C'est devant des étudiants, des enseignants, des personnalités politiques. Ça dure 50 minutes. Donc, vous pouvez vous imaginer si vous 50 minutes de ça? Oui, 50 minutes de ça. Vous pouvez vous imaginer si vous êtes justement ces locuteurs africains et que vous entendez le président français vous déplatérer ce paquet de je vais être cul, ce paquet de conneries-là. Ça peut être un peu frustrant. Je peux pas m'imaginer d'être dans la salle. Autre élément important, c'est que c'est un texte qui a été rédigé par Henri Guénaud, qui est le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs l'auteur de plusieurs discours à Sarkozy pendant tout son quinquennat. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs une licence en histoire de la Sorbonne et est aussi gradué de Sciences Po Paris. Donc, à la base, c'est supposé être quelqu'un qui fait des recherches. Qui fait des recherches, mais ça va pas du tout être le cas. Il y a aussi un contexte politique à ce discours-là. Excusez-moi. Donc, Sarko, je vais l'appeler Sarko parce que j'aime ça, diminuer les noms comme ça. Donc, Sarko cherchait vraiment à mettre fin à la politique de France-Afrique. Donc, cette politique-là qui avait été initiée par Charles de Gaulle, qui était surtout très, très forte dans les années 60 et 70, qui amenait une certaine forme d'intervention à l'intérieur des États africains. OK, donc c'est pas nécessairement une mauvaise intention qu'il y avait? Non, c'est ça. Les intentions que la France a d'ailleurs facilement depuis le début du 21e siècle, c'était d'avoir des relations moins néocoloniales, si on veut, avec ces anciennes colonies en Afrique. Donc, des relations beaucoup plus réciproques entre les deux. Donc, c'est ça. Sarko cherche à avoir un partenariat avec l'Afrique, construire un partenariat avec l'Afrique. Mais en même temps, c'est une époque où Sarkozy
a mis en place des lois sur l'immigration, donc une sélection à travers l'immigration qui avait quand même un peu choqué la communauté africaine, et également les lois mémorielles où est-ce que Sarkozy voulait avancer les rôles positifs de la colonisation à l'intérieur des manuels scolaires. Donc vraiment, les manuels scolaires là, auraient eu, selon Sarkozy, un propos beaucoup plus nuancé sur l'histoire de la France coloniale. Donc, elle a enseigné aux jeunes qu'il y a un aspect positif au colonialisme. Essentiellement, c'était son but. C'est assez choquant. Là. Oui, c'est ça. C'est son but, c'est de dire que la colonisation n'a pas qu'été massacre, la colonisation a également été construction de routes et tout ce tralala là. Donc, on a entendu un petit brin du discours il y a quelques minutes, puis on peut vraiment voir le ton romancé, le ton littéraire, et puis c'est vraiment un ton également rempli de préjugés, de vision coloniale et d'afro-pessimisme. C'est d'ailleurs les 3 sujets que je vais vraiment plus aborder en prenant des petits extraits dont je vais vous lire un petit peu plus tard. Donc vraiment, la question des préjugés sur le continent africain, la question de la vision coloniale à l'intérieur du discours de Nicolas Sarkozy, et enfin de l'afro-pessimisme. Donc, ça va de soi que la communauté intellectuelle a fortement réagi à ce discours-là. Excusez-moi. Puis je pense justement, cette communauté-là va réagir en publiant justement des ouvrages, dont des ouvrages collectifs que je recommande à tout le monde de lire si jamais ils veulent s'initier à l'histoire de l'Afrique. Je trouve que c'est un excellent tremplin pour commencer à comprendre l'histoire de ce continent-là, parce que ces historiens-là, ces intellectuels-là, historiens et historiennes, vont vraiment se pencher sur qu'est-ce que représente le discours de Nicolas Sarkozy et comment est-ce qu'il est, en fait, une représentation de la vision que nous, en tant qu'Occidentaux, on a de l'Afrique. Et ce sont des historiens qui sont africains ou occidentaux? Donc, ce sont des historiens de l'Afrique, mais aussi des historiens occidentaux. Donc, une collaboration. Français. Donc, une collaboration. Il faut aussi dire que beaucoup d'historiens et d'historiennes africaines vont transiter à travers les écoles, vont transiter dans les universités françaises. Donc, oui, il y a quand même cette bonne collaboration-là dans le milieu historique. Il y a quand même beaucoup de Français qui travaillent sur l'histoire de l'Afrique. Et ces 2 livres, d'ailleurs, c'est L'Afrique de Sarkozy, un déni d'histoire de Jean-Pierre Chrétien. Il travaille également avec Achille Mbembe, qui est un politologue et un historien assez connu du Cameroun. L'autre ouvrage collectif, c'est un petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy, également un livre que je recommande par Adamba Konaré, dans lequel on a Catherine Kocrier-Vidrovitch, Ibrahima Thioub et Pierre Boilly qui participent, puis sont également des historiens assez reconnus dans le milieu. Peut-être mettre les références en commentaire après l'émission. Oui, ça serait l'idée. Mais donc, justement, ces ouvrages-là vont vraiment aborder comment on a des préjugés assez flagrants sur le continent africain et sur ses habitants surtout, et que, en fait, c'est tout à fait faux d'imaginer le continent de la façon que Sarkozy l'imagine. Alors, je vais aborder ces quelques petits points de discours. Donc, un premier morceau de discours que j'avais le goût de vous lire, c'est qu'il laisse un peu bouche bée, puis je vais faire un petit commentaire sur la dernière phrase en particulier. Donc, je cite: « Je veux ce soir m'adresser à tous les Africains qui sont si différents les uns des autres, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même histoire, et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des Africains. Là réside le premier mystère de l'Afrique. » C'est mystérieux. C'est très mystérieux. C'est comme si un observateur étranger regardait l'Europe et faisait: mais comment est-ce que l'Union européenne fonctionne, que toutes ces cultures, les personnes qui parlent de langues différentes, c'est mystérieux. Donc, Monsieur Sarkozy, à la place de se pencher sur le sujet et se dire: bon, ben oui, effectivement, le continent africain, qui est absolument massif, contient une diversité ethnique, une diversité de cultures, ça va de soi, c'est un peu... Si on fait un peu de recherche, le mystère s'en va au final. L'information est là. C'est exactement ça. Le mystère s'en va si on fait de la recherche. Si on prend la peine. Fait que cette ligne-là est tout à fait symbolique un peu de tout le propos de Nicolas Sarkozy, parce qu'il va rester dans ce mystère-là. Il va rester dans l'obscur et l'inconnu. Et il va formuler des idées tout à fait farfelues autour de l'Afrique. Et c'est surtout... on pourrait surtout blâmer son conseiller, justement, Henri Guénaud, qui a fait fi des experts sur le continent africain.
il a écrit le discours sans même avoir la préoccupation d'aller consulter des experts sur le sujet. Et on parle quand même d'un discours très, très, très important. On s'en va d'accord. On est en train de dire qu'on va recréer les relations France et Afrique. Et là, on arrive avec de quoi qui sort tout juste d'un roman de Joseph Conrad. Là, quand j'ai lu le Mystère de l'Afrique, ça m'a vraiment fait penser au Cœur des Ténèbres. Donc, un roman publié en 1899, où est-ce qu'on a on n'a pas des explorateurs, mais on a des commerçants européens pris au milieu de la jungle. Puis là, tout est mystérieux, tout est bizarre, etc. Fait on se dirait vraiment sorti de ça. Et le comble de l'ironie, c'est que tout ça s'est fait à l'université Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, qui est un historien africain, né dans les années 20. Et Visiblement, Guénaud n'a pas pris la peine de lire. Non, visiblement pas. C'est sûr que chez Anta Diop, il y a des théories qui sont contestées, qui sont pas utilisées en ce moment par la communauté intellectuelle, mais demeure que c'est un de ces historiens qui a lancé, c'est un précurseur de l'histoire africaine précoloniale, ce qui est quand même ça serait quelqu'un à consulter essentiellement pour ça. Puis, justement, en parlant d'histoire, c'est d'ailleurs un préjugé, une mécompréhension de l'histoire du continent africain que Sarkozy continue à exploiter dans son discours. Et là, je cite, « Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. » Fin de la citation. Fait que ça ressemble beaucoup à l'extrait qu'on a entendu. Je pense que c'est peut-être le même, j'en suis plus sûr. On parlait d'immobilisme, en tout cas, dans l'extrait qu'on a écouté. En fait, je pense parce que c'est quelque chose qui continue à ramener. C'était le même, et pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, j'apprécie le petit mouvement d'épaule d'imitation de Sarkozy lors de la citation. Et tu es en train de dire que j'imite Sarkozy. Mais... donc oui, c'est ça. Donc cet immobilisme-là, et ça donne vraiment une impression que l'histoire de l'Afrique pourrait se diviser en 3 sections. Donc on aurait l'Afrique précoloniale, qui serait essentiellement une préhistoire. Donc les choses n'ont pas bougé, les gens sont paysans depuis 3000 ans et ne font absolument rien d'autre. Mais il y a rien c'est ça, les 3 sections. Donc on a également la période coloniale et là la période de décolonisation. Et pourtant, avant la colonisation, l'Afrique est un continent en pleine mutation, en pleine révolution. On a des empires qui vont se former, des empires avec des idées tout à fait nouvelles, des innovations au niveau politique, au niveau administratif, au niveau militaire, au niveau technologique, au niveau de l'agriculture, etc. Il faut quand même dire que le continent africain est un continent très hostile en général. Là, les maladies, l'environnement, le climat, c'est vraiment pas évident tant que ça comme continent. Là. Il y a quand même beaucoup de difficultés naturelles qui font face aux habitants là, mais ils ont quand même réussi à s'installer, à juste tout simplement installer l'agriculture sur ce continent. Il y a quand même une histoire avant la colonisation. Oui. Essentiellement, ils ont une histoire. Il y a eu des empires. L'empire d'Ashanti qui avait une bureaucratie moderne. C'est un empire qui se trouve dans le Ghana actuel, donc l'ancienne Gold Coast. T'as l'empire du Mali avec la charte mondaine. La charte mondaine qui a été dictée au 13e siècle environ, qui avait des idées assez novatrices côté émancipation homme-femme, côté émancipation des esclaves, etc. Et ça, on n'en parle jamais. Ça, on n'en parle jamais. Ça, c'est une lacune en général, je trouve, dans le monde occidental. L'UQAM va essayer de régler ce problème-là en engageant leur premier africaniste en 2020-2021. Je ne sais pas quand est-ce qu'il rentre. Probablement pas 2020, là. Malheureusement. Mais demeure qu'on commence à prendre des étapes. Oui, il était temps. Il était absolument temps. Et bref, donc il y avait également les empires djihadistes qui avaient surtout avaient occasionné des révolutions militaires. Des révolutions militaires, comme dans le cas européen, c'est la révolution militaire. La théorie, c'est que la révolution militaire aurait participé à la modernisation de l'État pendant les modernités européennes. Et là, ici, on voit cette tendance-là à l'intérieur des empires africains à partir du 18e, 19e siècle. Donc, il y a de l'innovation. Le continent n'est absolument pas immobile, comme le laisse entendre M. Sarkozy. Donc, évidemment, le discours continue. Il aborde les questions du colonialisme. Et là, justement, Sarkozy, il est quand même controversé dans le sens qu'il voulait vraiment montrer les aspects positifs du colonialisme, mais
dans son discours, c'est quand même intéressant parce qu'il avoue que le colonialisme a été un choc assez important sur le continent, mais en même temps, il va dire oui, mais il n'y a pas que du mal qui est sorti de ça. Et je cite, il a pris, mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des terres vierges. Il a donné sa peine, son travail, son savoir. Donc, à place de simplement aborder le fait qu'il y a eu transfert, oui, il y a eu transfert de savoir, il y a eu construction d'infrastructures à partir de la corvée, donc on mettait en esclavage pendant 15 jours. Ben, on demandait du travail gratuit ou du travail forcé de la part des l'exploitation. Oui, à travers l'exploitation. Et que construire un pont, le but, c'était pas pour permettre une meilleure circulation des populations africaines, mais une meilleure circulation des marchandises qu'il fallait envoyer vers l'Europe. Donc, toute la mise en valeur du territoire qui avait un objectif d'exploitation. Ici, lui, il le couvre, il le cache. Et donc ça montre un petit peu l'aspect colonial de son discours. Et enfin, l'afro-pessimisme, donc, qui sort justement de l'État colonial, qui sort justement de l'État colonial et des préjugés sur l'histoire, l'afro-pessimisme. Je cite ici Nicolas Sarkozy. Car le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit pour les besoins de sa cause. Et ce mythe empêche de regarder en face la réalité de l'Afrique. La réalité de l'Afrique, c'est une démographie trop forte pour une croissance économique trop faible. La réalité de l'Afrique, c'est encore trop de famine, trop de misère. La réalité de l'Afrique, c'est la rareté qui suscite la violence. La réalité de l'Afrique, c'est le développement qui ne va pas assez vite, c'est l'agriculture qui ne produit pas assez, c'est le manque de routes, c'est le manque d'écoles, c'est le manque d'hôpitaux. La réalité de l'Afrique, c'est un grand gaspillage d'énergie, de courage, de talent, d'intelligence. La réalité de l'Afrique, c'est celle d'un grand continent qui a tout pour réussir et qui ne réussit pas parce qu'il n'arrive pas à se libérer de ses mythes. Très ironique ici parce qu'on voit Nicolas Sarkozy avec un discours rempli de mythes et que là il dit aux Africains détachez-vous de vos mythes, arrêtez d'essayer de vous essentialiser ou d'essentialiser la culture. Il faut dire il a très tard ici, mais il y avait quand même une tendance dans les années 60 de mythifier, on pourrait dire, le passé africain et que la colonisation ne serait qu'une grosse rupture. Juste pour, par exemple, l'esclavage. L'esclavage est mis sur le dos des Européens. Oui, les Européens ont fait la plus grosse traite d'esclaves et la plus rapide à partir du 19e siècle. La majorité des esclaves ont été... la majorité des personnes ont été mises en esclavage à travers l'esclavage européen. Mais il y avait un esclavage domestique quand même qui existait. Et beaucoup d'intellectuels africains des années 60 humanisaient cette forme d'esclavage-là en refusant de voir qu'il y avait des hiérarchies sociales violentes sur eux-mêmes. Mais tout ça pour dire qu'en même temps, le discours de Sarkozy est rempli de mythes, des mythes qu'il demande à la population africaine de s'en défaire. Merci beaucoup, Thomas. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des relations entre la France et l'Afrique, je vous renvoie à une de tes anciennes chroniques qui date du 19 octobre 2019 et qui portait sur la mission civilisatrice. Oui. Absolument. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Eliott à la régie, nos chroniqueurs Alexandre, Julien, Thomas, merci. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde. On se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.